Bonjour, agent Devox. Au cours de cette mission, si toutefois vous l'acceptez, vous recevrez une vue d'ensemble critique sur l'état de l'art en matière de biométrie vocale et de ses différentes applications. Pour vous servir de guide sur ce territoire étranger, nous avons dépêché l'agent spécial Amaury-Crix, développeur Java indépendant et auteur du logiciel open source Recognito, permettant la reconnaissance d'un locuteur sur base de son empreinte vocale. Comme d'habitude, si vous-même ou un de vos collaborateurs étiez capturé ou tué au cours de cette session, les organisateurs de Devox France nieraient avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonne chance! Bonjour, bienvenue à cette session. Merci. Je m'appelle donc Amaury-Crix, je suis développeur. J'ai développé un logiciel d'identification, donc ça extrait une empreinte vocale, ça la compare à toutes les empreintes que le système connaît, et ça dit, tiens, ça ressemble à celui-là. Si j'ai commencé par une mise en scène, d'abord je trouvais ça rigolo, et puis c'est aussi pour attirer votre attention sur le fait que les experts en sécurité ont tendance à considérer la biométrie de manière générale comme étant de la sécurité théâtrale. C'est plus la poudre aux yeux que vraiment quelque chose de super sécure. Ils n'ont pas tout à fait tort. Il y a beaucoup de systèmes qui sont assez faciles à tromper. Surtout, il y a quelques années, je dirais, la plupart des logiciels de reconnaissance biométrique vocale étaient simplement trompés avec un enregistrement. Vous amenez avec un petit baffle, un enregistrement de la personne, éventuellement un découpage que vous aviez enregistré à la volée de la personne qui parlait d'autre chose, dans le cas où il fallait reconnaître une phrase spécifique, et ça marchait assez bien. Ils ont fait pas mal de recherches. Ce genre de hack dont je vous parle sur la reconnaissance vocale, c'était plutôt il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, on voit certaines solutions qui apparaissent sur le marché qui sont déjà nettement plus difficiles à tromper. Mais donc, c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Alors, ça va se passer en trois parties. On va faire un peu le tour du problème. C'est quoi le but du jeu? Ensuite, je vais vous parler de Recognito. Donc, je vais vous montrer... En fait, l'avantage avec Recognito, c'est que c'est simple. C'est vraiment simple. Il n'y a pas beaucoup de classes qui sont impliquées. Donc, je vais vous montrer un peu de code. On ne va pas rentrer dans les détails mathématiques qui sont dans certains algorithmes. Mais voilà, comment ça se met en place, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on compare, la distance, tout ça. Et puis, je vais vous parler des aspects pratiques auxquels vous serez confrontés si vous avez envie d'implanter ça dans votre logiciel. Alors, comment reconnaît-on une voix de manière générale? Comment nous, humains, reconnaissons-nous la voix de quelqu'un d'autre? D'abord, il y a la tonalité. Donc, est-ce que c'est une voix grave, une voix aiguë, que sais-je, une voix médium? Donc, la note sur laquelle on se sent à l'aise quand on parle. Ensuite, il y a le timbre. Le timbre, c'est un terme un peu musical qui décrit, comment dire, si on prend une trompette et un saxophone qui jouent la même note, on va pouvoir dire, tiens, ça c'est le son d'une trompette, ça c'est le son du saxophone, si on a un peu l'habitude. C'est la texture pour prendre une image plus visuelle. Ensuite, il y a le flow, donc la vitesse à laquelle on parle. Certains parlent plutôt lentement, d'autres sont plutôt speedés. La longueur de chaque phonème peut aussi être prise en compte. Donc, il y en a qui vont faire des A et des E plus longs quand ils prononcent un mot particulier. D'une personne à l'autre, ça varie. Ensuite, il y a l'accent. Là, même si on ne connaît pas la personne, on va pouvoir dire, tiens, c'est un Suisse, tiens, c'est un Belge. Je suis de Belgique. Et en dernier lieu, je dirais, il y a encore le vocabulaire qui fait partie de l'identité des gens. Donc, avec plus ou moins d'argot, plus ou moins de mots intelligents. C'est une manière d'identifier la personne aussi. Alors, si on regarde de gauche à droite, on a plutôt des caractéristiques physiques et à droite des caractéristiques de comportement. Alors, comme il s'agit de créer un modèle mathématique de l'empreinte vocale de la voix, les choses les plus utilisées vont être la tonalité, le timbre et le flow. D'où vient la différence? Donc, quand on regarde l'appareil vocal, on a l'air qui vient des poumons et ça passe par le larynx où se trouvent les cordes vocales. C'est là que le son prend sa naissance. Donc, c'est là que la note sur laquelle on parle sera déterminée. Ensuite, le son va être enjolivé, augmenté par différentes cavités qui se trouvent dans le visage.
Principalement, au niveau de la voix, du timbre de la voix, ce sont les 4 cavités-là qui vont vraiment entrer en jeu. Pour un chanteur, il va aussi y avoir la cage thoracique, etc. Mais quand on parle, ce sont les cavités qui sont excitées. Donc le pharynx, la cavité buccale, la cavité nasale, la cavité labiale. Si on regarde ça, on se dit tout de suite, tiens, mais mon empreinte vocale, qu'est-ce qui se passe quand je suis malade? Quand j'ai une laryngite, quand j'ai une pharyngite, quand j'ai un gros rhume. La laryngite, ça va être bloquant. En général, soit on est aphone, soit, comme il s'agit de l'endroit où le son est vraiment généré, ça va tellement transformer le son de la voix que, dans ce cas-là, on ne va plus pouvoir repérer l'empreinte vocale et la comparer de manière efficace. Pharyngite, on a mal de gorge, ok, mais ça ne va pas forcément complètement changer le son de la voix. Alors, en cas de sinusite, quand on a le nez bouché, alors là, ça dépend un peu de la sensibilité du système, mais globalement, ça ne va pas forcément être bloquant. Pourquoi? Parce que l'empreinte vocale va essentiellement être retirée. Enfin, disons, ce qui résonne le plus dans le visage, pour le dire comme ça, ce sont les voyelles. Et quand je me bouche le nez et que je fais A, E, I, O, U, pas de problème. Donc c'est plutôt sur des sons comme M, N, On, que là, le son sera complètement différent. Donc, dépendant de ce qui est dit, dépendant de la sensibilité du système de manière générale, ça va être ou pas bloquant. La plupart du temps, les vendeurs disent il y a moyen de... Un rhume, c'est pas un problème. Bien, pour pouvoir analyser l'empreinte, etc., il va falloir capter le signal. Donc, on met un micro, et à la sortie de ce micro, on obtient un signal électrique qui va varier de manière analogue à la façon dont la membrane bouge en fonction du son qu'elle capte. C'est ce qu'on appelle un son analogique. Pour que ce soit utile pour nous, il va falloir le numériser. Donc ici, j'ai fait un gros zoom sur un petit bout de signal électrique, et on va en fait prendre des échantillons dans le temps, à intervalles réguliers, et pour chacun des échantillons, on va regarder quel est le niveau de l'amplitude. Donc, en termes de modèle de données, je vais dire, le son numérique, c'est une suite de chiffres, d'amplitudes, qui vont se suivre l'un après l'autre. Il y en a pas mal. Donc, on a 2 axes pour déterminer la résolution, la définition. Il y a la fréquence d'échantillonnage. Pour une empreinte vocale, on va retenir une fréquence d'échantillonnage moyenne de 16 kHz, donc 16 000 échantillons par seconde. Alors je dis c'est moyen, minimum il ne faut pas descendre en dessous de 12 000, et au-dessus de 22 000 c'est plus que nécessaire, on va avoir trop de données par rapport au spectre de la voix, c'est pas utile. De manière verticale, on va encoder ça sur 16 bits. Généralement l'audio ça se code en 8, 16 ou 24 bits. 8 bits, c'est trop peu, 256 valeurs. 16 bits, c'est largement suffisant. 24 bits, c'est trop. C'est pas un problème en soi, mais c'est pas nécessaire non plus. 16 bits, c'est très bien. Donc 16, c'est pas 42 cette fois-ci. Au niveau de l'empreinte vocale proprement dite, c'est un modèle mathématique basé sur les formants de la voix. Les formants, en fait, ce sont les différentes fréquences qui vont être générées dans les cavités du visage. C'est le jargon technique pour dire les fréquences. Et qui va donc remplacer le terme timbre, qui est un terme plus musical. Alors, quelles parties des mathématiques sont impliquées? La trigonométrie, donc on va analyser la courbe qui évolue dans le temps. Ça implique des équations différentielles et intégrales, je ne vous en montrerai pas, je vous rassure. Et ça implique aussi des nombres complexes, donc des nombres qui ont une partie réelle et une partie imaginaire. Donc j'ai fait un scientifique dessus parce que c'est vraiment le domaine de la recherche. Les algorithmes, c'est possible que vous arriviez à trouver votre propre algorithme qui fonctionne bien, etc. Mais pour ma part, j'ai pas le background suffisant, donc j'ai regardé ce qui se fait, ce qui se dit comme étant un algorithme valable, et j'en ai implémenté un qui était à ma portée. Et qui marche bien. Bon, dans quel but? La première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est l'authentification. Donc, on a peut-être été un peu trop au cinéma, on a vu Mission Impossible, on a vu trop de James Bond, que sais-je.
Donc ça, c'est le premier but poursuivi, le plus populaire. Ensuite, il y a l'identification. Donc là, c'est vraiment l'idée de comparer une empreinte avec une série d'autres empreintes. On est plus dans les experts Manhattan. La classification. On va peut-être avoir envie de vouloir dire, tiens, à quelle famille de voix on a affaire? Un homme, une femme, un enfant. C'est rare d'utiliser des algorithmes de classification tout seul, mais ça peut être utile dans le cadre de l'authentification, j'y reviendrai plus tard. Enfin, il y a la segmentation, c'est-à-dire on a plusieurs locuteurs qui sont enregistrés, là, qui parlent ensemble, mais préférablement l'un à la suite de l'autre. Et donc ça s'appelle aussi la diarisation, c'est le terme technique pour dire ça. Donc là, le logiciel va découper l'audio et dire, OK, du point A au point B, c'est monsieur A, et puis ensuite on a monsieur B, et donc il va retourner des points temporels. Alors, en résumé, on a des fréquences uniques pour chacun, on va les numériser, extraire un modèle mathématique, dans le but d'authentifier, identifier, classifier, segmenter. Comment ça marche? Alors, Recognito fait de l'identification de manière indépendante du texte. C'est vraiment la courbe de la voix, à quoi elle ressemble, comment est-ce qu'on va dans le but d'identifier quelqu'un. Il ne s'occupe pas des tricheurs, donc il ne va pas essayer de deviner, tiens, ça c'est un enregistrement de quelqu'un qui essaie d'imiter un autre. Non, c'est plus simple que ça. Il s'occupe d'identifier. J'ai écrit librairie orientée développeur. Ça peut faire sourire. À quoi bon avoir une librairie si elle n'est pas pour les développeurs? En fait, j'ai mis ça parce que c'est un logiciel open source. Et dans les autres solutions open source que j'ai découvert sur GitHub et autres, c'est vraiment orienté recherche. Donc c'est vraiment difficile d'accès, c'est vraiment complexe. L'API n'est pas sympa, elle n'est pas prévue pour vraiment intégrer à votre application, c'est plutôt prévu pour apporter des nouveaux algorithmes, des nouveaux modèles statistiques pour trier les voix, enfin, des tas de choses comme ça. Et c'est plein d'un jargon qui, si on ne connaît pas le truc particulier, est franchement difficile d'accès. C'est thread safe, donc mon idée, moi je viens plutôt du développement web à la base, et là mon idée c'était de dire je voudrais que mon truc soit utilisable sur un serveur web sans que le client doive se casser la tête à synchroniser, serialiser, tout ça. Et c'est une licence Apache, donc c'est aussi disponible pour les applications commerciales. Et je le mets ici comme différenciateur parce qu'en fait, beaucoup de ces logiciels orientés recherche sont des licences GPL produites par des universités. Alors, concrètement, Recognito, nous Recognito, il faut une instance, c'est générique, générifié. La string, là, en fait, ça sert d'identifiant. Donc, l'utilisateur, vous choisissez l'identifiant qui vous convient pour identifier une empreinte. Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Une string, c'est facile dans les slides de présentation. Un lang, c'est peut-être plus comment dire, standard, j'en sais rien. Ou bien votre propre classe d'identifiant. La seule contrainte, c'est que ça doit pouvoir être utilisé comme clé dans une hashmap. Donc, il faut que equals et hashcode soient implémentés de manière consistante. Recognito.createVoicePrint, je passe ma clé, c'est Elvis. Un nouveau fichier pour dire, voilà, ça c'est un enregistrement que j'ai, ça va être ma référence. Et ça vous retourne une empreinte vocale. Pourquoi ça vous retourne une empreinte vocale? Parce qu'en fait, vous ne savez rien faire avec l'empreinte vocale. Il n'y a aucune méthode publique. La seule raison pour laquelle vous l'avez, c'est pour pouvoir la persister. Donc vous voulez mettre ça dans un fichier plat, vous voulez mettre ça sur une DB, le cloud, peu importe. C'est sérialisable, il y a un constructeur vide pour pouvoir supporter Hibernate et autres. Voilà. Alors, puisque c'est à vous de persister, il faut pouvoir les retourner dans le système quand vous redémarrez la machine. Donc, il y a un deuxième constructeur qui prend une map avec les clés et les empreintes vocales. Ensuite, phase 2, on va vouloir identifier. Recognito.recognize, un nouveau fichier, cette fois-ci on ne sait pas qui c'est. Et ça retourne une liste de clés triées dans l'ordre du meilleur guess, donc ce qui match le mieux avec
par rapport à ce qu'il connaît. Si vous donnez à Recognito une empreinte de quelqu'un qui n'est pas dans le système, il va vous retourner les meilleurs choix qu'il voit lui, mais il ne va pas essayer de déterminer tiens, celui-là, je ne le connais pas. Ça va venir. La librairie est très jeune, elle est sortie en janvier. J'ai quelques personnes qui m'ont déjà contacté j'ai eu un pull request même hier soir. Donc, il y a des gens qui sont derrière. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Twitter, tiens, ça marche bien. J'ai utilisé ça sur les orateurs du Sénat et franchement, tout ça, c'est bien, c'est facile à utiliser contrairement aux autres. Donc voilà, j'étais tout content. Alors, dans les coulisses, comment ça se passe derrière? Extract features, ça veut dire extraire les caractéristiques. Alors, pour ceux qui sont très attentifs, je passe un tableau de double. Ça fait 64 bits. Par rapport aux 16 bits de tout à l'heure, il y a perte. Voilà. La raison pour laquelle je suis obligé d'utiliser des doubles, c'est que tous les algorithmes fonctionnent sur les principes de trigonométrie, avec des angles en radians, et ils veulent absolument des valeurs entre -1 et 1. Donc, pour garder un certain niveau de précision, parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs, des cosinus, des machins, j'ai choisi des doubles. Ensuite, il y a la fréquence d'échantillonnage. Alors, extraire les features, ça se passe en deux parties. D'abord, on va faire des pré-traitements, enlever le silence, normaliser, et ensuite, concrètement, sur le résultat, on va extraire les caractéristiques. Extraire le silence. Donc, quand on parle, en gros, le son, ça ressemble à ça. Il y a des interruptions. On ne parle pas non-stop. Donc, il va falloir identifier ces silences pour arriver à produire quelque chose sans le silence, donc où on a réduit fortement la longueur de l'audio. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que je fais la détection du silence. C'est pas évident. Je dirais que dans toute la librairie, c'est un peu ce qui fonctionne le moins. Je suis très honnête. En fait, ça va être très dépendant du bruit ambiance. Il y a beaucoup de bruit, il risque de ne pas se rendre compte que c'est du silence, et donc il ne va pas forcément extraire les parties où on ne parle pas. En fait, c'est beaucoup plus compliqué de déterminer à quel moment il y a de la voix ou à quel moment il n'y a pas de voix, surtout dans des environnements bruyants, que d'extraire une empreinte vocale. Donc voilà pourquoi cette partie-là est un peu la moins solide. Ceci dit, ça ne pose pas forcément problème d'avoir des parties silencieuses, ça ne met pas en péril l'empreinte vocale du tout. Normalisation du volume. En fait, quand on parle de normalisation, en audio, on veut dire, on regarde le point le plus fort, le plus haut, le plus élevé sur le signal, et on va augmenter tout le volume du signal de manière à ce que ce point-là soit au point maximum des 16 bits admissibles. Là, c'est vraiment max value, et puis avec max value, on fait un multiplicateur à tous les échantillons. Alors, extraction des caractéristiques. J'utilise un algorithme qui s'appelle Linear Predictive Coding. Ça, c'est un algorithme qui va en fait modéliser la voix et les différentes cavités. Donc en fait, c'est une fonction mathématique qui va, partant du générateur, simuler qu'il y a un tube, et il y a donc une fonction de transformation entre le générateur, qui sont les cordes vocales, et ce qu'on peut capter de l'autre côté. Donc, ce modèle mathématique a été fort utilisé pour compresser la voix dans la téléphonie. Ça fait partie du standard des GSM. Et en gros, ce Linear Predictive Coding va nous retourner un tableau de double. J'ai choisi 20 valeurs parce que c'était un bon compromis entre le temps de calcul et la précision. Concrètement, ça s'applique sur des fenêtres de 25 millisecondes. De nouveau, 25 millisecondes, c'est empirique. Ça correspond un peu à la longueur moyenne d'un phonème. Donc, quand on parle, il y a différents sons qui sont émis, on appelle ça des phonèmes, et les 25 millisecondes sont représentatives d'une longueur moyenne de ces phonèmes. Donc, l'empreinte vocale, en finale, c'est quoi? C'est la moyenne des tableaux de double. Donc, on va avoir un tableau de double que j'ai représenté par toutes des cases, 20 cases, pour la fenêtre 1, la fenêtre 2, etc.
et on va calculer la moyenne pour chacun des index. Fenêtrage. Donc, je vous ai dit, ça se découpe en morceaux de 25 millisecondes. Seulement, si on fait ça comme ça, on prend les fenêtres juste l'une à côté de l'autre, on va sans doute découper dans l'audio, on va découper au milieu du signal. Et ça va être perçu par l'algorithme comme étant un clic numérique. Ça va faire... Si on fait jouer l'audio, c'est ça qu'on entend. Et l'algorithme, il va le percevoir comme étant un bruit en soi. Donc, pour ne pas polluer ça, on va appliquer une courbe de volume qui va donc faire un fondu en entrée, un fondu en sortie de chacune des fenêtres. Seulement, si on fait ça comme ça, le problème, c'est qu'on perd une partie du signal entre deux fenêtres. Concrètement, en fait, on va faire en sorte que les fenêtres se chevauchent de moitié, et la courbe de volume est calculée de manière à ce que quand on refait la somme des différentes fenêtres, en fait, on revient au volume initial. Donc, le code, ça, c'est ce qu'on va avoir en retour. Ce sont les caractéristiques vocales, c'est donc l'empreinte vocale à calculer. On va faire une boucle sur tout le signal, par pas de demi-longueur de fenêtre. On va copier dans un buffer qui s'appelle Audio Window les données qui nous intéressent pour cette fenêtre-là. Window Function, Apply Function, ça veut dire applique la courbe de volume pour que mes samples commencent et terminent à 0. Applique l'algorithme de Linear Predictive Coding qui va retourner un tableau de double contenant les coefficients qui nous intéressent. Ajoute ces valeurs de chaque index au tableau de double qui sera retourné en sortie. Et incrémente un compteur qui nous permet de savoir combien il y a de fenêtres au total qui ont été calculées. Ensuite, juste en dessous, on divise chacun des index par ce compteur et on a la moyenne pour chaque index. Voilà, une empreinte vocale, c'est pas plus que ça. Maintenant qu'on a une empreinte vocale, ce serait bien de savoir comment est-ce qu'on va calculer la distance entre deux empreintes pour pouvoir les comparer l'une à l'autre. La distance euclidienne, la somme du carré des différences. Moi, ça ne m'a jamais parlé les trucs en français pour parler de mathématiques. Le code en dessous, je le trouve beaucoup plus facile. Donc la distance totale, on boucle sur chacun des éléments du tableau. On calcule la différence entre le tableau 1 et le tableau 2 pour chacun des index. On prend le carré et on ajoute ça à la distance. Donc en finale, Recognito, c'est une poignée de classes avec un algorithme de détection de l'activité de la voix pour enlever le silence, quelque chose qui va normaliser, quelque chose qui va extraire les caractéristiques avec un algorithme pour appliquer la courbe de volume et l'algorithme proprement dit d'extraction des caractéristiques LPC, une empreinte vocale et un calculateur de distance. Point barre. Concrètement, la librairie, il y a un petit peu plus, il y a de quoi gérer les fichiers, il y a 2-3 interfaces, des trucs comme ça, mais le cœur de la librairie, c'est ça, et c'est pas plus compliqué. Donc, les aspects pratiques. Alors, j'ai parlé de ma librairie, open source, je fais un peu le tour quand même de ce qui existe ailleurs. Alors, il y a Alizé, c'est écrit en C++, c'est LGPL, donc ça c'est plutôt sympa comme type de licence. C'est fait par le Laboratoire informatique d'Avignon et c'est une plateforme open source d'authentification biométrique. Là, c'est fait par des chercheurs et on est à un niveau de calcul et de recherche statistique bien plus élevé que dans Recognito. Point de vue authentification biométrique, en fait, il n'y a que la voix. Mais ils ont pensé leur truc pour pouvoir dire, si vous faites de la recherche sur les empreintes, sur la reconnaissance faciale, etc., vous pouvez plugger parce qu'on a tout ce qu'il faut pour calculer les distances, faire des modèles mathématiques, etc., que vous pouvez réutiliser. Un autre soft, il y a l'IUM, Laboratoire informatique de l'Université du Maine, c'est au Mans, c'est aussi français. C'est écrit en Java, là c'est GPL. Et là, l'idée, c'est diarisation des locuteurs. Donc, ça marche vraiment bien. L'idée, c'est de découper donc l'audio, où il y a plusieurs personnes qui parlent, et de dire à quel moment parle monsieur A et à quel moment parle monsieur B.
La diarisation à proprement parler ne fait pas d'identification. Elle ne vous dira pas c'est Gustave, c'est Jean. Donc il y en a qui ont écrit une librairie en Python qui reprend l'IUM derrière et fait l'identification en plus. Comme ça, vous pouvez savoir, tiens, c'était qui parlait. J'ai mis Marf aussi, parce que vous risquez de tomber dessus si vous faites un peu de recherche. C'est un projet d'étudiants, il y a des memory leaks, c'est difficile à comprendre, ça marche pas mieux que Recognito, c'est le même genre de complexité, je dirais. Donc voilà, je pense que c'est pas super intéressant ça. Alors par contre, au niveau logiciel payant, là j'ai fait une liste. La liste là, elle est loin d'être complète. Donc il y a au moins le double à la louche comme ça de solutions propriétaires pour faire de l'authentification, de l'identification. Alors c'est difficile de les comparer tous. Hein. Vraiment, j'ai pas pu tous les avoir. D'abord, ils n'ont pas tous des versions d'essai de leur software. Donc pour les juger, malheureusement, un des seuls moyens qui nous reste, c'est de voir, ok, quel est leur portefeuille client, qui leur fait déjà confiance, et suivant l'importance de ce portefeuille client, est-ce que moi aussi je me dirais, tiens, si eux leur font confiance, peut-être moi aussi. Donc il y a Nuance, qui est sans doute un des leaders du marché, enfin non, pour moi un des leaders. Voice Trust aussi est pas mal. Donc eux, dans leurs clients, ils ont des banques. Donc, par exemple, quand je vais passer directement au slide suivant, quand je parle de marché, quel marché? Il y a notamment les institutions gouvernementales. Donc là, on est dans les renseignements généraux, la police, protection de secrets d'État. Donc, il y a une partie où ils vont s'intéresser à l'identification. Qui est-ce on écoute le téléphone de quelqu'un, mais on ne sait pas forcément qui est derrière. C'est pas forcément le propriétaire du téléphone qui est derrière, ou bien c'est une carte prépayée et on ne sait pas qui est derrière. Donc la reconnaissance, l'identification est très importante pour eux. Il y a aussi tous les systèmes où ils sont sécurisés, et donc pour pouvoir avoir accès à un local, pour pouvoir avoir accès à, je ne sais pas, peu importe, un coffre-fort, on va pratiquer entre autres la biométrie vocale. Alors là où c'est une très forte pénétration de ce type de logiciel, c'est les call centers. Et là je reviens avec Nuance et autres. On voit ça apparaître dans les banques. Il y a 3 grandes banques américaines qui identifient leurs clients au téléphone pour faire des transactions avec une authentification par biométrie vocale. C'est une phase pilote, mais de ce que j'ai pu lire, ils sont assez satisfaits. Les clients sont contents aussi parce qu'ils ne doivent pas donner au téléphone leurs secrets de famille, ils ne doivent pas donner des choses secrètes à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils ne doivent pas perdre leur temps à procéder à l'identification, parce qu'en fait, l'identification se fait au fur et à mesure de la conversation. Donc ça, il y a vraiment à peu près toutes les solutions logicielles qui sont orientées call center, aujourd'hui parlent de biométrie vocale comme étant le nouveau moyen d'augmenter la sécurité sur la plateforme. Et le grand marché qui reste à conquérir pour tous les acteurs du slide précédent, ce sont les applications mobiles. Donc j'ai déjà vu des sites qui font du paiement mobile par authentification vocale. Là, par contre, j'ai aucune idée du nombre de clients qu'ils ont, ni s'ils sont beaucoup volés ou pas, mais j'imagine pour eux que ça doit quand même fonctionner relativement bien. Alors, quand on parle d'authentification, comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est un petit peu différent que de comparer la distance avec une empreinte. Ici, en fait, on va avoir la référence individuelle, et puis on va avoir un modèle universel. Donc, c'est pour pouvoir avoir un pourcentage entre 2 points, pour savoir à quel point l'échantillon authentifié est proche ou pas de la référence individuelle. Il nous faut un modèle global. Donc, souvent, ça va être soit la moyenne de toutes les voix que le système connaît, ou de manière plus précise, la moyenne des voix similaires. Donc le système va grouper les voix en disant, tiens, ça c'est des voix qui sonnent un peu pareil, ça c'est des voix qui sonnent aussi pareil, ce sont des groupes différents. Et on va utiliser ce groupe pour pouvoir calculer une distance absolue
et donc un ratio pour savoir à quel point l'échantillon se trouve plus près de la référence individuelle ou plus près du modèle universel. Donc là, on peut déterminer un seuil puisqu'on a un pourcentage. Et là, on va pouvoir dire, OK, si on est en dessous du seuil, on a relativement confiance, c'est lui, sinon, c'est pas lui. J'ai mis un seuil, bien sûr. La plupart des logiciels vont dire je suis très sûr, je suis moyennement sûr, je suis pas très sûr, et franchement, je pense que c'est pas lui. Donc, il y aura plusieurs seuils à déterminer. Les indicateurs de performance. Donc, il y a, pour comparer un peu les solutions, on va avoir puisque c'est jamais que statistique, il va y avoir des faux positifs et des faux négatifs. Des cas où on va accepter la mauvaise personne et des cas où on va rejeter le bon. Alors, ça dépend du seuil. Si on met le seuil plus haut ou plus bas, on va avoir plus ou moins de faux positifs ou de faux négatifs. De ce que j'ai pu voir en termes de chiffres, ils seraient apparemment autour des 0,1-0,2% de valeur moyenne. Donc, un moyen de comparer facilement sans avoir un graphe à comparer à l'autre graphe, c'est le equal error rate, c'est-à-dire le point où les courbes se croisent. Donc là, on a un chiffre où il y a autant d'erreurs de faux positifs que de faux négatifs. Et c'est souvent un chiffre utilisé pour comparer les solutions. Seulement, il y a un petit souci derrière ça, c'est que ces termes, enfin, ces indicateurs de performance n'ont de sens que quand on teste les mêmes jeux de données. Si on a testé 100 orateurs A d'un groupe A et 100 autres ailleurs, on a des enregistrements différents, de qualités différentes. Donc, les chiffres, en fait, sont assez difficiles à utiliser parce qu'on ne sait pas toujours très bien comment ils ont effectué leur test et même souvent on ne sait même pas quelle est la valeur du résultat de leur test. Alors ce qui existe comme jeu de données pour comparer les résultats, c'est NIST, PRISM, ce sont des noms de banques de données contenant des enregistrements vocaux. C'est surtout utilisé pour comparer les résultats de la recherche, pour pouvoir dire voilà, mon algorithme il fonctionne mieux que le tien ou pas. Les modalités, comment est-ce qu'on va s'authentifier? La première méthode, c'est d'utiliser une phrase clé, toujours la même. Ma voix est mon mot de passe, c'est la plus courante. Donc au niveau de l'enrôlement, on répète la phrase 3 fois, et puis après, pour s'authentifier auprès du système, on va le dire une fois, et le système va nous reconnaître, si tout se passe bien. Alors, dans ce cas-ci, on va coupler la reconnaissance des fréquences avec de la reconnaissance vocale du texte. Donc on va vérifier que le texte, c'est déjà le bon texte. On va aussi vérifier l'intonation, c'est-à-dire si vous essayez d'enregistrer la personne dans un autre contexte et qu'elle a dit tous les mots qui font partie de la phrase, vous pourrez essayer de découper, mais vous n'aurez pas la bonne intonation du tout. Donc le système va dire « Ah non, ça c'est pas la manière habituelle que tu as de dire cette phrase ». Il y a aussi le flow, donc là on va regarder les longueurs des phonèmes. Donc ma voix est mon mot de passe, ma voix est mon mot de passe. Chaque personne va le dire différemment, et donc là aussi ça va avoir une certaine importance pour le système d'authentification. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est plus robuste face au bruit. Donc puisqu'on a vraiment une bonne idée de ce qui va être dit et de la manière dont ça devrait être dit, on va pouvoir plus facilement calculer quel est le pourcentage de bruit qu'il y a là-dedans et ne pas en tenir compte. Alors, quelles sont les manières de hacker le système? Alors, un enregistrement de la voix pure, simple, qu'on repasse, donc l'équivalent d'un keylogger, un voice logger qui va enregistrer dans votre ordinateur ou dans votre téléphone la voix et repasser l'enregistrement, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le système va détecter que c'est 2 fois le même enregistrement, et ça, c'est juste pas possible. Il n'y a pas moyen de dire 2 fois la même chose de la même manière à l'échantillon près. Donc le système va se dire, ça c'est trop proche de ce que j'ai déjà reçu auparavant comme clé, donc non, c'est pas possible.
Alors, il y a moyen de tricher aussi en disant, OK, mais si je tire un peu sur l'audio, si je découpe les choses et que je les replace autrement, que je change un tout petit peu, mais suffisamment pour que le système croit que c'est pas le même. Donc là, il se protège aussi en analysant le bruit de fond, par exemple. Parce que si on modifie l'intonation, qu'on modifie un peu le pitch ou la longueur des mots, ça va aussi impacter le bruit de fond. Et donc là, c'est détectable, de la même manière qu'on peut détecter un montage Photoshop, on va pouvoir détecter que ça a été traité numériquement. Et donc le système va aussi dire non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Dans une certaine mesure. Donc là, je prends un peu des pincettes parce que j'ai pas pu tester. Donc je suis aussi ingénieur du son, je connais bien les possibilités de traitement de la voix. J'ai pas pu tester dans quelle mesure il y a moyen de camoufler, mais j'ai idée qu'il y a moyen. Quand on connaît bien l'audio, je pense que c'est pas 100% bulletproof. Ceci étant dit, le niveau de difficulté est quand même relativement élevé. Je veux dire, quand je tape mon mot de passe tous les jours sur mon clavier et que j'utilise le même à la fois pour ma banque, mon mail, etc., ce que je ne fais pas. Mais bon, là, ce que font quand même la plupart des gens, c'est facile à obtenir aussi. Donc, c'est commencer à obtenir l'enregistrement, le modifier, etc., faire un montage, c'est pas forcément facile à obtenir. Une autre méthodologie, ce serait de créer une phrase aléatoire. Donc là, à l'enrôlement, on a lu une longue liste de mots et le système, au moment où vous vous identifiez, va vous présenter 4 mots à lire et à prononcer d'une voix neutre. C'est nettement plus difficile à obtenir comme enregistrement, parce qu'il faut, donc si c'est un enregistrement externe, on a mis un micro caché dans la pièce et on enregistre la personne, on va avoir des sons différents suivant l'heure du jour, etc. Donc le bruit de fond va déjà être différent. Donc c'est plus facile à détecter qu'il s'agit d'un montage. Et puis il faut qu'on ait une période de temps suffisamment longue. Il faut vraiment qu'on lui envoie à ce gars-là pour obtenir la phrase complète aléatoire qui va fonctionner. Donc là, on augmente un petit peu par rapport à la difficulté, est un petit peu relevée par rapport à obtenir une phrase type qui est toujours la même. Et il y a la méthode en continu au cours d'une conversation. Donc ça, c'est le système qui est actuellement en phase test auprès des banques et de beaucoup d'opérateurs de téléphonie. Je sais que Turkcell, qui est l'opérateur principal de téléphonie en Turquie, implémente ce genre de vérification pour reconnaître les gens qui appellent, et donc ils peuvent changer de contrat, etc. Il n'y a pas besoin de s'authentifier, c'est au cours de la conversation, en continu. Le système regarde et à un certain moment, l'opérateur voit sur son écran, OK, le système est sûr qu'il s'agit de la bonne personne. Donc l'enrôlement, il faut une première conversation qui soit vérifiée. Quand vous appelez quelque part, on vous dit toujours cette conversation va être enregistrée. Ben, là, ils vont utiliser cette conversation pour créer une empreinte vocale. Il y a un vérificateur humain, donc c'est plus difficile de... Je veux dire, admettons qu'on enregistre plein de conversations, ça va être vraiment chaud d'arriver à jouer des bouts de conversation différentes pour arriver à répondre à la personne, à l'opérateur, de manière cohérente. Et il suffirait que l'opérateur dise, d'un point de vue pour une vérification de sécurité supplémentaire, j'aimerais que vous donniez la date du jour ou quelque chose qui soit pas déjà dit ou qui soit unique à chaque fois. Eh ben, ça va être vraiment difficile pour les tricheurs d'arriver à produire la bonne réponse. C'est plus sensible au bruit environnant, parce que là, on va vraiment être dépendant. Donc, si la personne appelle depuis chez elle la première fois, OK, tout ça, on l'a enregistré, et puis que plus tard, il est au centre-ville ou dans une conférence de développeurs au temps de midi, il y a tellement de bruit autour que le système va dire non, je suis vraiment pas sûr qu'il s'agit de la bonne personne. Et donc là, ils doivent prévoir un fallback pour ces cas-là et en revenir à les questions privées, etc.
D'un point de vue chiffres, ce que j'ai pu lire sur les essais pilotes des banques américaines qui font ça, ce sont des grosses banques, hein, je parle de Barclays, US Bank, j'ai oublié la troisième. Ils disent que 95% de leurs clients qui font partie de ce groupe pilote arrivent à s'authentifier via ce système-là, et donc on n'a plus besoin de leur demander des choses qui sont privées au téléphone. Donc, une petite parenthèse sur la vérification à facteurs multiples. Donc, généralement, quand aujourd'hui vous voulez vous loguer sur votre site bancaire, on va vous demander de savoir quelque chose, d'avoir un mot de passe, un login. On va vous demander de posséder quelque chose, un générateur de token quelconque. Et il est probable que bientôt, on vous demande aussi quelque chose qui caractérise ce que vous êtes. Et donc ça, c'est la biométrie. Donc la biométrie ne va pas forcément remplacer l'existant, comme dans le cas des banques où on authentifie avec la voix. Si on a besoin d'un niveau de sécurité élevé, mais qu'on n'a pas d'opérateur qui puisse vérifier la conversation, que ça doit pouvoir se passer de manière automatique sans intervention humaine, on va coupler la biométrie avec quelque chose d'autre. Donc en résumé, la technologie commence à vraiment être mature. Le coût d'implémentation est relativement faible, surtout si vous avez déjà un processus qui implique une relation téléphonique. Donc vous êtes déjà en conversation avec les personnes d'une manière ou d'une autre. L'implémentation de cette vérification ne va pas coûter cher. D'un point de vue utilisateur, c'est généralement apprécié de pouvoir, par exemple, appeler et parler directement de ce qui vous intéresse et de ne pas devoir passer par une phase d'authentification, etc. Les inconvénients, c'est la sensibilité au bruit. Donc, ça dépend toujours, mais c'est relativement sensible au bruit. Donc, je parle du bruit ambiant. La variabilité de la voix, on n'a pas toujours la bonne voix, on peut avoir une laryngite, on peut aussi s'emporter. Donc l'état émotionnel va jouer. Donc le client en colère qui est en train de gueuler au téléphone, on ne va pas le reconnaître non plus parce que sa voix va être vraiment modifiée et ça ne va plus marcher. Et d'un point de vue théorique, c'est statistique par nature. On va voir à quel point c'est proche de l'empreinte de référence. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est pas ce qui est le plus. Donc, il y a des erreurs possibles et c'est pas toujours ce qui est le plus apprécié par les experts en sécurité. Et voilà. Des questions? Oui? Oui, effectivement. Oui, clairement, ce serait chouette. Donc, un de mes objectifs, ce serait déjà de pouvoir gérer le micro. Donc, j'utilise javax.sound, qui est l'API pour traiter le son. J'utilise ça pour l'instant à l'intérieur pour lire les fichiers. Mais mon idée, ce serait d'accepter un stream audio et de détecter, OK, il s'est arrêté de parler, et est-ce que c'était bien lui, etc. Donc, oui. Et puis, en plus, ça me donnera l'occasion de mettre des lambdas et tout. Oui. Alors, c'est l'objet du... Je vais peut-être répéter les questions, j'ai oublié. Donc, est-ce que je retourne un indice de confiance quand je traite dans Recognito? Non, mais c'est justement l'objet du pull request que j'ai reçu. C'était au moins retourner à la distance. Alors, je lui ai répondu, mais si je retourne à la distance, c'est un chiffre abstrait qui ne veut pas dire grand-chose. Si je change l'algorithme de calcul de la distance, ça va pas, enfin voilà, ça va changer tout pour l'utilisateur. Donc, j'aimerais retourner à un indice de confiance, un pourcentage. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, j'espère ce week-end pouvoir publier ça. Créer la voix, simuler la voix à partir d'une empreinte vocale, non. Technologiquement, je ne connais rien qui puisse le faire. Donc, on pourrait... il faut aussi connaître les algorithmes qui sont derrière. Donc, c'est une connaissance supplémentaire du logiciel. Mais il n'y a rien qui génère la voix de manière convenable. Il suffit d'écouter un robot qui parle. Les meilleurs robots
ont une voix de robot. Et pourtant, ils aimeraient bien leur donner une voix plus agréable. Donc, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, il faut quelque chose de représentatif. Dans le cas de l'authentification, effectivement, 3 répétitions vont généralement suffire parce que c'est souvent la même phrase. Donc, on n'a qu'un certain nombre de fréquences à vérifier, qui est moindre que dans un texte global. Donc, au niveau de l'identification pour Recognito, je conseille plutôt 30 secondes de texte comme un minimum pour avoir quelque chose de représentatif. Est-ce que 1 minute, c'est représentatif de 30 secondes? Ou est-ce qu'en fait, au-delà de 30 secondes, on a une signature qui est rapide? Je suis incapable de répondre précisément à cette question, pour être honnête. J'ai pas vu d'amélioration significative en utilisant des échantillons plus longs, mais c'est possible. Je veux dire, oui, ce sera plus précis. Effectivement, une fois qu'on a fait un peu le tour des phonèmes, donc de toutes les fréquences possibles qui peuvent être dites, et qu'on a une distribution de tous ces phonèmes de manière statistique plus ou moins équilibrée, on aura ce qu'il y a possibilité d'avoir de mieux comme empreinte vocale. Combien de temps ça prend exactement? Je pense qu'il y a une trentaine, entre 20 et 30 phonèmes dans la langue française, donc il ne faut pas énormément de texte pour y arriver. Mais je parle d'intuition, mais je n'ai pas vérifié. Oui, j'arrive. En fait, moi j'avais 2 questions. 2 questions. Il y en avait une sur le fait qu'est-ce que l'authentification peut t'aider sur la détection des mots pour être capable de repérer que on a fait une empreinte sur un mot, on va la comparer au même mot prononcé, mais mot à mot, est-ce que ça pourrait aider l'authentification? Et comme plein de questions que j'avais en tête déjà été posées, c'est est-ce qu'il y a plus globalement une roadmap savoir sur où tu veux l'emmener en fait, la diversité du foisonnement des personnes, est-ce que tu l'envisages? Oui, donc d'abord, la première question, c'est est-ce que le fait d'avoir des mots précis aide à l'authentification? Oui, parce qu'on va vérifier l'intonation aussi. On va vérifier la manière de prononcer les mots spécifiques. Donc oui, clairement, c'est un niveau de sécurité supérieur. Point de vue de la roadmap, je vais sans doute pas me diriger vers l'authentification parce que pour l'instant, j'ai pas une idée claire de comment détecter les traitements audio numériques. Donc, par contre, ce qui me botterait, ce serait de faire de la segmentation et de me diriger vers de l'indexation de flux audio-vidéo pour pouvoir, dans un certain temps, extraire le texte automatiquement, dire c'était qui, et pouvoir faire une recherche Google, de type Google, sur tiens, qu'est-ce que disait Nicolas au sujet de... Ça, ce serait ce qui me plairait bien. Sur un cas plutôt orienté service que sécurité, une base d'empreinte vocale suffisamment riche et précise. Quelle taille d'échantillon en fait il faudrait pour pouvoir identifier quelqu'un, parce que la distance entre les empreintes vocales est suffisamment grande pour pas trop et le temps de processing, combien tu estimes? Voilà, je téléphone, du coup combien de temps Ok. Donc, combien de temps il faut pour être relativement sûr de la personne à qui on a affaire au téléphone, par exemple? Alors, ce qui est dans une optique de sécurité, oui. Pardon? À partir de 10 secondes, on va déjà avoir une bonne idée, concrètement. Et ce qui est... je pense que pour les banques américaines, là, ils disaient de 20 à 30 secondes, ils sont plus ou moins sûrs, enfin non, ils sont sûrs, ils ont pu déterminer si c'est la bonne personne ou pas. Oui, mais on va avoir assez vite quelque chose de suffisamment fin. Pour calculer ça clairement, il faut un bon algorithme de calcul de distance.
Donc c'est pour ça qu'on utilise le carré de la différence pour avoir des... Voilà, c'est ça. Oui? Sur la même question, en fait, nous, c'est incrémental, c'est-à-dire que dans le contexte de Sarah, c'est pas une discussion, mais des commandes vocales qui vont être successives. Oui. On va pouvoir raffiner le résultat au fur et à mesure. Oui. Donc je me demande... donc il faut une phase, j'essaye de penser un peu tout au use case. Donc là, le fait qu'on ait des commandes et des mots assez brefs pour identifier la personne, et j'imagine que je comprends en filigrane de ta question que tu n'as pas envie de lui demander de passer par un processus d'enrôlement, etc. Au fur et à mesure, les gens vont poser des questions et ça ne coûte rien au fur et à mesure de savoir qui nous parle. Oui, Mais on s'arrête des fois, quelle heure il est, est-ce qu'il faut faire ça, etc. Et au fur et à mesure, avoir plus d'infos. c'est ça. Mais effectivement, il faudrait arriver à déterminer à partir de quand est-ce que tu es suffisamment sûr. Et il faudra au moins 30 secondes d'audio. La difficulté du problème, c'est d'avoir des environnements sonores qui ne soient pas trop bruyants. Donc là, dans le contexte de Sarah, avec la TV, le machin qui risque de... Dans ce cas-là, est-ce que ça peut être 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, vous pouvez caler 10 secondes, puis 20, on peut faire un peu plus, 30, Comment on fait une moyenne à travers le son? On s'en fout de... C'est de toute façon ramener un... Excuse-moi, je t'entends pas. Oui, donc Recognito, j'ai pas montré, mais il y a une méthode merge, vocal print, pour pouvoir rajouter des morceaux au fur et à mesure. Ah, on m'a fait signe que c'est fini. Mais je suis juste à côté, et si vous voulez m'attraper, je répondrai. Ouais.